On ne parle plus ce soir. Allez. Là-bas, la Corée du Nord, malheureusement, c'est un cinglé qui va appliquer sur l'arme atomique. Il pourra le faire malheureusement. Hein. C'est comme les Cambodgiens qui étaient fous d'orgueil, qui leur passaient glorieux pendant un ou deux siècles de leur histoire. Ils l'ont ressassé, ils sont plus forts que le monde entier. Ils ont fait un génocide. Et maintenant, si c'est la Corée du Nord qui s'y met, malheureusement, si vraiment ils attaquent le dirigeant coréen assez fou pour les États-Unis, ça va faire un conflit atomique. À mon avis, c'est le seul produit sur les États-Unis et la Corée. Si vraiment la Corée s'en prend aux États-Unis, les États-Unis vont pas intervenir, et ça fera des millions de morts peut-être, hein, malheureusement. Mais il faut espérer que le gens coréen n'est pas assez fou pour réellement utiliser l'arme atomique. Hein. Faut espérer. Alors, Pierre, à ton avis, cette histoire de la Corée du Nord avec les Américains, et comment ça va se terminer? Est-ce que cette provocation, ça vient plutôt de quel côté? C'est qui veut la guerre? Et la guerre, c'est qui va gagner dedans? Ça sert à qui? On ne sait pas ce que le gens a dans la tête. Hein. On ne sait pas si c'est un type d'esprit ou si c'est un cinglé. Il faut voir ses biographies, il faut voir si donner la vie des psys à suivre peut-être. Mais cinglé, il est cinglé, hein. Il est cinglé. Il est cinglé. Il est cinglé, alors c'est grave, c'est grave. C'est un con, lui. Hein. Mais je ne sais pas, parce que ça c'est grave, c'est tellement grave, tous les essais nucléaires qu'il a fait, parce que pour la plupart des gens dans le monde, nos amis, ils ont la parole, ils peuvent revenir et parler sur notre antenne avec grand plaisir. Mais tu sais, une partie des gens qui sont un peu, je ne sais pas, naïfs, ils regardent seulement les slogans et les paroles et les gestes bidons. Ils vont considérer le patron de la Corée du Nord comme un héros qui est en train de faire face aux Américains, mais ils ne savent pas que même s'ils lancent 1 ou 2, 3 bombes atomiques, tout de suite, le pays, la totalité, il va être écrasé par le monde entier, tu vois. Oui. Ça va être un désert brûlé. Alors lui, s'il laissait ou non, parce que tu sais, à l'époque, Jacques Chirac, quand il était président de la République de la France, il y avait l'histoire de nucléaire iranienne et l'histoire de le fou Ahmadinejad. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit, Jacques Chirac, mais il a retiré la parole après quelques minutes. Mais il a dit si l'Iran il a 2 bombes atomiques avant qu'il le lance, Israël il va écraser, faire des déserts parce qu'ils ont plusieurs centaines. Toi, c'est-à-dire s'il est con de tirer un, après, tu sais, la force mondiale, c'est incomparable avec la force de la Corée du Nord, tu comprends? Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu Oui, je sais, mais est-ce qu'il est vraiment conscient de ça, leur Coréen, est-ce qu'il est vraiment conscient de ça, est-ce qu'il est vraiment conscient, ou est-ce que c'est vraiment un malade grave? Est-ce qu'il est vraiment conscient de ça? Que la Corée du Nord, c'est un tout petit pays, que le reste du monde a 1000 fois plus de batteries que la Corée, ou me dit 1 fois plus, et que finalement c'est perdu d'avance. Oui, bah parce que tu sais, quand on est con et un peu folle, on peut être manipulé, même si on est président de n'importe quel pays. Quand on est un peu folle, un peu con, il suffit d'être con et fou, on peut être manipulé psychologiquement, faire des choses qu'il l'ennemi il veut, tu vois. Parce que déclencher la guerre, ce n'est pas en faveur de la Corée du Sud. Tu sais, il y a dans le monde, il y a un autre pays, c'est l'Iran. Il est question de bombes nucléaires atomiques qu'ils ont. L'Iran, ce n'est pas la Corée du Nord. Tu comprends? L'Iran n'a pas encore l'arme atomique. Hein. L'Iran n'a pas encore l'arme atomique et il y a des accords avec des grandes puissances pour qu'ils mettent en veilleuse ce programme de recherche pour avoir des armes atomiques. Mais enfin, si vraiment l'Iran a une fois l'arme atomique, il faut espérer que les gens seront assez... le Pakistan aussi, c'est un pays musulman qui a l'arme atomique. Qui? Et il n'utilise pas le Pakistan. Il n'utilise pas l'arme atomique, ni contre l'Inde, ni contre aucun autre pays. Mais ils l'ont vendu. Donc, tu sais, puisqu'on est habitué d'entendre des sujets tabous sur cette antenne et surtout dans les émissions de David Abachi, Pierre, je l'avais déjà dit, je vais te dire discrètement là, tu ne le dis à personne, hein? D'accord?
Tu ne le dis à personne, hein? C'est discret, entre moi et toi. Ça dépend quoi. C'est qu'on Ça l'a dépend en quoi. Iran. Je viens de te dire tout à l'heure, tu as oublié tout de suite. C'est quand qui sont en pouvoir en Iran. J'ai dit que Jacques Chirac, il a dit à l'époque, si l'Iran, il avait 2 bombes atomiques, ce n'est pas dangereux et grave puisque les autres patatis. Tout de suite, il a retiré cette parole, puisque ça, c'était discret. C'était secret, c'était un sujet tabou, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. L'Iran qui est aujourd'hui actuellement dans le monde, malheureusement, la République islamique d'Iran, actuellement, ce n'est pas un pays indésirable, sauf par Donald Trump, peut-être un peu, même pas, c'est-à-dire Benjamin Netanyahu ne pense pas comme Donald Trump, puisque même à l'époque, Donald Trump, il était candidat aux élections présidentielles. 3 fois Benjamin Netanyahu, il s'est éloigné de Donald Trump. Ça, ce n'est pas comparable. Mais malheureusement, une chose que moi, David Abbassi, il va vous dire que vous me connaissez très très bien, mes positions envers la République islamique, que je ne suis pas d'accord depuis 40 ans, voilà. Mais malheureusement, ils ont pour détourner la tête du monde. Actuellement, tu ne trouves pas un pays qui est contre l'Iran. Qui a le bombe atomique ou non, tout le monde est en train de travailler, faire le business avec l'Iran. Même certains slogans d'embargo, patata quand on parle, ça c'est pour gagner de l'argent, tu comprends? Mais il paraît que l'Iran en a marre du régime qui est maintenant en Iran et pas qu'ils en ont ras-le-bol. Ça va finir comme l'URSS, l'Iran, hein. Ça va finir de leur belle mode, si on peut dire. Sans guerre, ils vont peut-être disparaître. Pardon, j'ai pas bien compris, Pierre. C'est peut-être comme l'URSS, peut-être. Peut-être qu'il va s'éclater lui-même, il va quitter lui-même, l'Iran, il va. Non, l'URSS, son histoire, il y a certaines choses qu'ici on ne connaît pas. On ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas et on ne connaît pas? Puisqu'on n'a pas une traduction totale de ce qui se passe en Iran. L'Iran, depuis des années, il a pris certaines politiques modernes qui existaient en Israël et en Europe, certaines propagandes, et surtout il profite de la liberté qui existe dans le milieu occidental. L'Iran, il est en train de détourner la tête de plusieurs autres pays. En Iran, actuellement, ils disent qu'il y en a 2 pouvoirs. Il y en a un proche de la Russie et l'autre proche des États-Unis. Et c'est l'approche des États-Unis qui a la majorité en Iran, soi-disant. C'est le Rouhani, président de la République actuelle, qui l'a gagné, soi-disant, avec plus de 20 millions cette élection. On dit, lui, il est en faveur des Américains, et l'autre en faveur de la Russie. Mais tout ça, c'est ça que l'Occident ne le comprend pas, puisqu'il ne veut pas le comprendre non plus, puisqu'il y a les intérêts, il y a l'argent, il y a le dollar, il y a le pétrole iranien, il y a plusieurs milliards de dollars qu'il faut traiter. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, l'Iran, ça y est, c'est fini, il n'est plus dangereux. Ce que je suis en train de te dire, ça a été annoncé par Valls au moment qu'il était Premier ministre de la France. Emmanuel Valls lui-même, il a dit, j'étais présent quand il a dit ça, j'étais avec lui, nous avons le son, ça existe. Il a dit l'Iran n'est plus terroriste, ce n'est pas le cas, il est terroriste, il finance certains mouvements terroristes. Il a dit l'Iran n'est plus terroriste, le danger est ailleurs. Deuxièmement, notre président Macron aussi, il a dit nous n'allons pas entrer dans la guerre de chiites et sunnites dans le quartier. Ça, je suis d'accord avec cette parole, puisque la France doit être une autre. Mais en même temps, ça veut dire ce n'est pas les diplomaties de l'époque de Mitterrand quand on était contre l'Iran. On soutenait Saddam Hussein dans la guerre contre l'Iran, parce qu'à l'époque, il y avait, comme Macron il a dit, ce que Macron il a dit, c'était plus raisonnable par rapport à ce qui existait jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire... Non, mais la guerre qu'ils ont à l'Irak... Attends, la guerre qu'ils ont à l'Irak, d'abord c'est l'Irak qui était l'Iran. L'Irak était l'Iran. Oui, c'est vrai. Et ensuite, les grandes puissances leur ont des armes aux uns et aux autres. En quantité égale d'ailleurs, pour qu'il y ait un équilibre soit maintenu. Il y a eu une évacuation du vaincu, il y a eu 1 million de morts, je crois, 500 000 Irakiens, 100 000 Iraniens, il me semble. Donc 1 million de morts en tout. Et c'est un résultat de cette guerre. Mais c'est une grande puissance qui donne les armes aux uns et aux autres, en quantité à peu près égale. Pierre. Et ce qui fait qu'il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu.
Non, Pierre, je vais te dire une chose, puisque je suivais bien cette époque-là. À l'époque, le monde entier était à côté d'Irak, sauf la Libye et la Syrie et le Yémen et une partie de l'Union soviétique. Non, mais les grands vendeurs d'armes, je crois, donnaient aux deux pays. Les grands vendeurs d'armes, la guerre usait les deux pays, et ils seraient approvisionnés en armes d'un peu partout, autant que je sache. Autant du côté de la Russie que du côté des États-Unis, du côté de tout ce qui va, tous les trucs qui vont dire. Je crois même qu'ils auraient rendu des armes à des belligérants, je sais plus lequel des deux. Ils auraient rendu des armes, il me semble. Donc je veux dire, tout le monde fait du business. Un business qui a fait des morts et des morts. C'était business. Harry Ben Menaché, un des directeurs de Mossad, il a fait un bouquin, Profit of War. C'était traduit dans toutes les langues. C'est ça que je voulais dire pour compléter mes propos, Pierre. C'est l'Israël. Officiellement, l'Israël, c'était l'Israël intermédiaire du monde entier pour acheter des armes pour l'Iran, et ils ont vendu à l'Iran. Israël, Mossad, il a créé une section dirigée par Harry Ben Menaché. Harry Ben Menaché, c'est un ami, je le connais. Il était notre invité sur cette antenne il y a déjà plusieurs années, une vingtaine d'années. Harry Ben Menaché, qui était directeur de Mossad d'origine iranienne, qui parlait bien persan. Lui, il gérait l'histoire d'Iran Gate. L'histoire d'Iran Gate, c'était Harry Ben Menaché. Dedans, les Américains ils l'ont arrêté pendant un an, il était en prison. À l'époque, c'est Iran Gate, vous avez entendu, et c'est Israël qui vendait tous les armements que l'Iran il avait besoin. C'est-à-dire l'Amérique et l'Europe, ils ne vendaient plus à l'Iran, mais Israël il achetait pour lui-même et il livrait à l'Iran. Voilà, ça aussi c'est un sujet tabou, c'est un secret. La plupart de vous ne saviez pas, vous ne connaissiez pas. David, il vient de vous dire. Pourtant, il y a déjà plus de 20 ans sur cette antenne, j'ai interviewé Harry Ben Menaché, un des directeurs de Mossad. On a parlé en personne, on a parlé en anglais, on a parlé en français avec lui. Et tous ces témoignages, il existe sur l'Internet. Et même son livre Profit of War, c'était traduit même en français, en plusieurs langues. Il existe, qu'il raconte l'histoire de vente des armements américains, européens, à l'Iran, mais par Harry Ben Menaché, par Israël, et c'est l'Israël qui a sauvé l'Iran, on peut dire, en face de tous les pays arabes, que par Irak étaient contre l'Iran, qu'ils ont attaqué l'Iran. Je crois qu'à l'époque des 80, quand la guerre Iran-Irak, l'Iran n'avait pas de programme atomique sérieux. C'est par la suite qu'ils ont développé un programme atomique. Et donc Israël ne pensait pas aux énergies atomiques de la côté de l'Iran. C'est peut-être pour ça qu'ils ont soutenu les Iraniens, peut-être. Enfin bon. Non, le programme aussi, si tu vas apprendre, Pierre, même le programme de nucléaire iranien, ça existait depuis l'époque de Shah d'Iran. L'Iran, il était partenaire du nucléaire français. C'est très peu développé à l'époque. C'était peu développé. C'était peu développé probablement. C'était peu développé. La preuve, c'est que 30 ans après, ils n'ont toujours pas la bombe. Donc c'est très, très peu développé à l'époque. Sinon, en 15 ans ou en 10 ans même, pour avoir un pays qui va avoir la bombe, s'il en donne les moyens, il peut l'avoir, hein, à mon avis. Mais il paraît que le Brésil a la capacité nucléaire, d'autres pays l'ont encore, on ne sait pas si ils vont le finir par l'avoir ou non. Israël, je ne sais pas si certains qui l'a, il le dit pas officiellement, mais tout le monde sait pratiquement qu'il a la bombe atomique, à Dimona. Plusieurs, je sais pas combien exactement, de 100 et quelques, je crois, charges nucléaires, il me semble. Plus de 100, il me semble. Bon, toujours est-il qu'Israël a la possibilité de se défendre. Si l'Iran, ils attaquent, ils défendront. D'ailleurs, Israël a dit qu'il ne serait pas le premier à introduire l'arme atomique au Proche-Orient, mais il ne serait pas le dernier. Ça veut dire simplement que, officiellement, ils l'ont, quoi. Mais je veux dire, le problème, c'est que maintenant, si vraiment un peuple veut exterminer à nouveau les Juifs, cette fois, le peuple juif aura de quoi répondre. Alors qu'au temps des nazis, on n'avait pas de pays, on n'avait pas d'armée, on n'avait rien. On était exterminés sans pouvoir beaucoup se défendre. Il y en a qui font la résistance, mais pas tellement. Et pas d'ailleurs qu'un résistant a dit que quand il y avait des Juifs qui voulaient entrer dans la résistance, s'il y avait un peu trop juif ou quoi, on n'acceptait pas, parce qu'ils seraient
prendre trop facilement. Alors tu penses, après on se demande pourquoi il y a si peu de gens qui ont résisté chez les Juifs. Enfin bon, ceci dit. Je l'ai fait là aussi pour dire qu'au sujet de notre foi protestante, il y a Jésus qui a dit des péchés sont pardonnés à un homme ou une femme, je sais plus exactement, et les pharisiens ou les prêtres, je sais pas, ont dit il blasphème parce que celui peut pardonner. Alors j'aimerais dire à ce sujet que dans le livre Le jour du grand pardon, il y a un petit peu, le jour du grand pardon. Le jour du grand pardon, on demande au Créateur de pardonner les fautes qu'on a fait envers lui, mais les fautes qu'on a fait en notre prochain, il faut d'abord essayer de réparer le mal qu'on a fait à notre prochain, lui demander pardon. Ici, il y a quand on fait pardon, si on rappelle le mal qu'on a fait, éventuellement on peut être pardonné. Si on a été violé, il faut demander ce qui vous a violé de vous pardonner. Si on vous a volé, si vous avez volé quelque chose, il faut restituer ce que vous avez volé, et ainsi de suite, et demander pardon, et ainsi de suite. Donc je veux dire, ça se comprend, hein. C'est avant tout au prochain qu'on a fait du mal, hein, qu'on fait en son prochain des saloperies. Bon, pour l'Iran et pour l'Iran et l'Irak et tout ça, bon maintenant l'Iran a fait des accords avec le monde entier, le reste du monde en grande partie, pour restreindre son programme nucléaire. Ça va peut-être faire retarder les choses, parce qu'on peut pas empêcher qu'il ait l'atomique tôt ou tard. Maintenant, il faut voir si vraiment... de toute façon, l'histoire du cinglé qui peut appuyer sur le bombe atomique, ça existe dans toutes les puissances nucléaires. Hein. Tous les pays qui ont l'arme atomique actuellement, il y a un cinglé qui peut venir et qui peut dire, bon, j'appuie sur le bouton. Il n'y a pas que l'Iran, il n'y a pas que la Corée du Nord, toutes les pays dans le monde, ça peut arriver, ça. Elle est traquée qui dit, j'appuie sur le bouton, puis c'est tout. Allô? Oui, que j'appuie sur le bouton, c'est tout, hein. Bah oui. Ça peut arriver aux États-Unis, ça peut arriver en Russie, ça peut arriver en France, en Angleterre, en Chine, en Inde, au Pakistan. Tous les pays qui ont la bombe, Israël, tous les pays qui ont la bombe, il peut y avoir des traqués qui sont au pouvoir, ou s'il y a qu'un seul pays et qui a une arme atomique, l'autre pays lui répondra probablement par une réponse nucléaire. Les deux pays risquent d'avoir de dégâts importants, une partie de la population risque peut-être de disparaître, de s'exterminer dans les deux pays. Si le cinglé s'attaque à plusieurs puissances nucléaires, c'est encore pire pour son pays. Évidemment, le problème, c'est si une puissance nucléaire attaque un pays qui n'a pas l'arme atomique. Si par exemple la Corée du Nord attaque la Corée du Sud avec l'arme atomique. Comment on réagit aux États-Unis, comment on réagit au reste du monde. On peut penser qu'ils réagiront en attaquant nucléairement la Corée du Nord, ou alors qu'ils laisseront faire la Corée du Nord. C'est deux possibilités. Tu penses comme c'est? C'est l'un ou l'autre, hein. Si vraiment la Corée du Nord attaque la Corée du Sud avec l'arme nucléaire, ou les États-Unis et le reste du monde intervient nucléairement, ou personne ne bouge et... Enfin bon, je ne sais pas comment le monde réagira à ce niveau-là. Mais tu penses que la guerre va être éclatée ou non? Je suis pas médium, hein, j'en sais rien. Moi, je suis pas, je peux pas savoir. Ah oui, je voulais dire un truc là. On dit dans le judaïsme que la prophétie a été laissée aux fous et aux prophètes. Que les pensées mentales, je vais avoir des dons de prophétie parce que quand j'étais avec mon psychologue dans les 70, jusqu'en 1980, je lui ai dit à un moment donné que les Tutsis sont exterminés par les Hutus au Rwanda. Je connaissais les Hutus, je sais pas ce que c'était, j'ai dit simplement ça. Et en fait, mon psychologue a dit justement il y a des problèmes entre les Hutus déjà avant et tout. Ouais. Et il connaissait quelqu'un de haut placé dans le gouvernement. Ouais. Alors j'ai dit il faudra se venir dès le début pour empêcher qu'il y ait beaucoup de morts et tout. On n'a pas fait ça malheureusement. On n'a pas fait.
Mais tu sais, Pierre, au sujet de l'Iran, ce que tu viens de dire et tout ça, tu sais, concernant le nucléaire, encore 2 minutes, un autre sujet tabou. Actuellement, il y a docteur Mehdi Khazali en prison, en train de mourir. Ça fait plus de 20 ans qu'il a fait grève de faim. On l'avait arrêté, tu sais pourquoi? Seulement puisque lui-même, c'est un ancien de pouvoir. Il avait beaucoup de pouvoir en Iran. Et son père, c'est un grand ayatollah, parmi les 5 grands ayatollahs en Iran, ayatollah Khazali, et c'est son fils, Dr Mehdi Khazali, qui est en prison. Alors lui, il y a déjà quelques temps, il a fait une interview avec Voice of America, c'est-à-dire la télévision, la chaîne d'information des États-Unis, et avec plusieurs d'autres chaînes d'information dans le monde entier. Et lui-même, Dr Mehdi Khazali, qui pendant des années, il était membre de service de renseignement, membre du ministère de l'Intérieur, conseiller des présidents iraniens, un homme de pouvoir. Un homme de pouvoir. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? C'était très intéressant. Il a dit le pouvoir iranien, la justice iranienne et le parlement iranien, c'est dirigé par 2 frères. Ils s'appellent Ardeshir Larijani, la famille Ardeshir Larijani. Et lui-même, il a dit que ces Ardeshir Larijani, c'était des juifs d'origine juive iranienne, qu'ils ont caché leurs croyances et ils ont pris le pouvoir. Ils ont même trahi le judaïsme, puisque tu sais, la semaine dernière également, le grand rabbin d'Iran, monsieur Younes Hammami Lalezar, c'est le patron, le président, le grand rabbin des Juifs en Iran. Il est en Iran, à Téhéran. Il a fait une interview. Et lui, il a précisé comme quoi certains Juifs qui cachent leurs croyants, même, il dit de temps en temps qu'ils sont devenus musulmans, ne sont pas bien. Alors, Ali Mehdi Khazali, il a dénoncé une part, puisqu'il était dans le service de renseignement iranien, il travaillait avec le pouvoir, il avait les noms, c'était même lui qui l'avait dit, Ahmadinejad aussi. Et il était de famille juive qu'il avait changé de nom. C'est-à-dire, en Iran, actuellement, une partie de pouvoir, ce sont des ex-juifs qui pour le pouvoir, enfin peut-être même pour l'argent, ils sont devenus membres du gouvernement, ils gouvernent depuis des années, que même le grand rabbin de Téhéran, monsieur Younes Hammami Lalezar, et il a fait une interview il y a déjà quelque temps, il a dénoncé ces gens-là, il a détesté ces gens-là, et c'est ça que de temps en temps, ces gens-là, qu'ils ont préféré, on peut dire, ils ont préféré leurs ancêtres, leur religion, leur famille au pouvoir, à l'argent, parce que même Khazali, quand il a dénoncé ces 2 présidents de la justice iranienne, Javad Larijani et président du parlement iranien, Ali Larijani, il a dit les 2 c'était ex-juifs, qu'ils ont abandonné le judaïsme pour l'argent et le pouvoir. Lui-même, il a donné des preuves, des documents, il a publié comme quoi ils ont profité plusieurs hectares de terrain, plusieurs milliards de dollars, etc., depuis des années qu'ils ont 2 grandes forces. Parce que dans n'importe quel pays, il y a 3 forces. Il y a législative, exécutive et justice. Alors, législative et justice à la main de 2 frères, et la personne qui les a dénoncés est en prison. Et ces gens-là, pour ça, ils ont une haine, on peut dire, envers l'Israël, puisque de temps en temps, ils se sentent être gênés. Et l'individu qui a trahi la religion qu'il avait, et ses ancêtres, etc., alors c'est tout à fait normal qu'ils deviennent contre l'État d'Israël aussi, Pierre. Tu savais tout ça ou non? J'ignorais ça, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Vérifiez vos accusations, parce que c'est vrai, j'en sais rien. Je sais qu'il y a des personnes qui sont d'origine juive, parfois un grand-père, parfois un père, parfois même une mère, parce que quand c'est un mère, c'est des vrais juifs, parce que c'est d'après la mère. Sinon, c'est des faux juifs, c'est pas des vrais juifs, parce que, enfin, c'est pas des juifs d'après la juive, parce que c'est d'après la mère, d'après la juive, ou une conversion d'après la lacha, d'après la juive, ou une mère juive.
Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant c'est ici et maintenant. Pour l'instant ça passe ici et maintenant. Ici et maintenant. Mais pour l'instant ça passe. Ça passe. Ici et maintenant. C'est pour le moment ça passe. C'est pour le moment ça passe. C'est pour le moment ça passe. Ici et maintenant. C'est pour le moment ça passe. C'est pour le moment. Ici et maintenant. Comment ça passe? C'est pour le moment ça passe. Voilà, à 08 92 23 95 20, vous avez la parole, encore quelques minutes. Il reste, vous pouvez nous appeler pour qu'on peut dialoguer ensemble, parler ensemble. Le sujet est très intéressant, je sais très très bien, vous ne savez pas, jamais on ne sait pas tout, hein, là, vous voyez, la vie, c'est fait comme ça, voilà. C'est Pierre, que je crois, il est là, parce que s'il était coupé, il était en train de parler, c'était coupé, mais les autres aussi, ils peuvent venir, vous pouvez venir. En même temps, vous allez dialoguer avec Pierre, avec moi, tous les trois ensemble, pas de problème. Pierre. Allô? Oui, Pierre. Tu m'entends? Ah Tu oui. as dit ça contre nous. Tu es juif, toi? Ah, moi, je suis laïque, hein, je ne suis pas religieux. Oui, mais ta mère est juive ou pas? Je suis laïque. Alors, on continue, Pierre, qu'est-ce que tu voulais dire, s'il te plaît? Bon, alors, je ne sais pas ce que tu es, donc. Bon, enfin bon. Toujours est-il que, à mon avis, des personnes qui sont juives, que d'après la mère, d'après Alacha, qui acquiert un haut niveau et qui le cache, je crois pas que c'est tellement courant. Maintenant que quelqu'un ait une grand-mère, un père juif ou quoi, et qu'il n'est pas juif après juif, mais qu'il a du sang juif dans les veines, c'est arrivé un certain nombre de fois. Il paraît que le grand-père même d'Hitler, ou l'arrière-grand-père, je sais plus, il serait peut-être juif parce que sa grand-mère avait travaillé ou arrière-grand-mère, je sais plus, avait travaillé dans une famille juive et qu'après elle a été mise à la porte. Enfin, on ne sait pas si son grand-père ou arrière-grand-père c'est un noble allemand ou un juif, on n'en sait rien. On n'en sait rien et je sais pas si on saura un jour. Enfin, on saura au temps du grand jugement probablement. Mais en tout cas, il n'était pas juif d'après la juive, hein, Hitler. Hein. Il était, même s'il y avait un grand-père, un grand-père juif, ou un grand-père juif, il n'était pas juif. Ça, il faut la mère juive pour ça. Une corrélation au judaïsme. Mais il y a aussi le Schmitt, je crois, que Giscard, dans ses bouquins, a dit que Schmitt, il me semble, qu'il lui a dit qu'il avait un grand-père ou un père juif aussi. Et en fait, et il a caché à tout le peuple allemand. Et, enfin, il a rien fait de mal du tout, de toute façon. Mais je veux dire, qu'il y ait des personnes qui aient des gens dans les vins qui sont pas juste après les juifs et qui font du mal, il y en a. Qu'il y ait des juifs de père et de mère, ou de mère seulement, et qui font du mal, il y en a aussi, il y a des tordus partout, hein. Je veux dire, mais en fait, à mon avis, d'ailleurs, l'extrémiste russe, là, Jirinovski, c'est ça, non? Il avait un grand-père russe, je crois, il me semble, non, Jirinovski? Écoute, Pierre. Oui. Tu sais qu'il y avait les marins en Espagne, il y avait des ânes aussi en Iran, et partout dans le monde, il y avait les juifs qui cachaient leurs croyants pour sauver leur peau. Oui, mais souvent, ce n'est pas des juifs après la au bout d'un ou deux générations, ils se mariaient avec des chrétiennes. La mère n'était pas juive, ils avaient un souvenir de quelques coutumes à respecter dans le judaïsme, respectés plus ou moins. Je crois que j'ai rencontré une fois un chauffeur de taxi qui m'a dit que dans sa famille, on allumait des bougies le lundi soir, avant le Shabbat, un truc de ce genre-là. Enfin, je veux dire, mais d'après la juive, ils ne doivent pas être juifs la plupart du temps, les marins, là. À bout d'une ou deux générations, c'est fini. C'est fini. Ils épousent les chrétiennes, ils épousent ce que tu veux.
d'une autre religion, et puis ils ont pris le mère juive. Ils sont pas juste après la juive. Enfin bon, toujours est-il que voilà. Maintenant que s'il y a vraiment des personnes passées en Iran qui ont du sang dans les veines et que les pères de Kadhafi ont eu un grand-père juif ou je sais pas trop quoi, un truc de genre là aussi. Mais je sais pas si c'est vrai ça. Mais de toute façon, vous pouvez avoir des juifs partout, hein, à mon avis, c'est un peu exagéré tout ça. Parfois, il y a des cas qui se présentent comme ça, mais enfin, de là à avoir tous les hommes... Ce n'est pas un crime d'être juif. Ils ont encore des personnes d'origine juive. Fier d'être juif. Ça paraît Voilà, un peu ce n'est pas un plus crime. Pierre, nous sommes avec Nina également. Bonsoir Nina. Bonsoir David, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps, non? Tu es où toi? Bon, écoute, je ne vais pas être très très gentil ce soir parce qu'il y a des contre-vérités que tu es en train de dire à l'antenne et que je me dois de rectifier. J'entends pas bien, Alors, tu veux parler plus fort s'il te plaît? Tu parles un peu plus fort, Nina. Ouais, bien sûr, j'ai dit il y a des contre-vérités que tu es en train de dire pour lesquelles, enfin, je ne suis pas d'accord. Il y a des choses que tu dis sur lesquelles je ne suis absolument pas d'accord. Par exemple sur l'Iran Gate. Si effectivement tu as eu un chef du Mossad qui t'a dit que c'est les Israéliens qui ont vendu aux Iraniens, sache au moins la contrepartie des choses. Il faut jamais regarder, prendre pour argent comptant ce que va te dire un agent, même si c'est un agent de haut niveau du Mossad. En fait, durant la guerre Iran-Irak, à l'époque, Reagan s'est trouvé vraiment très 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 embêté parce qu'il ne voulait pas prendre parti pour l'Iran, bien évidemment, avec tous les problèmes que l'Iran a posés à son ambassade et à ses, on va dire, à ses agressions, aux agressions sur ses citoyens américains. Mais en même temps, il ne voulait pas que l'Irak gagne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé l'allié indéfectible qui, de toute façon, ne peut pas fonctionner, et surtout encore moins à l'époque, sans les subsides américains. Je sais très bien ça. Et les Israéliens ont été obligés de vendre des armes aux Iraniens. Ça, c'est le... À l'Iran, tu veux dire à l'Iran? Oui, à l'Iran. Oui, à l'Iran. Ça a été imposé par Reagan aux Israéliens, comme il a été imposé aux Israéliens pour sauver des Américains qui avaient été kidnappés, enfin c'était du planejacking, c'est-à-dire qu'ils avaient pris tout un avion empli de touristes et de diplomates américains. Les Israéliens ont dû libérer tous les terroristes chiites iraniens qu'ils avaient en prison, c'est-à-dire plus de 700, pour délivrer les Américains. Tu sais, ne crois pas qu'Israël fait exactement ce qu'il veut, sous prétexte qu'ils sont alliés indéfectibles avec les États-Unis. Il y a un moment, il arrive à l'État d'Israël de prendre des décisions graves, mais de devoir les prendre. Comme par exemple en 2005, ils savaient très exactement ce qui s'était passé. C'était en ce qui concerne l'usine nucléaire bâtie par le grand Soleiman syrien. Hein, et alors, le type était tellement parano qu'il n'a rien fait par téléphone, ni par Internet, ni rien du tout. Et tout se faisait comme par téléphone arabe et par courrier spéciaux, etc., etc., puisque la technologie, il allait la prendre en Corée du Nord. Et il avait réussi à monter une usine qui se trouvait dans le désert syrien, juste à la frontière avec l'Irak, et il était presque arrivé à terminer son usine, et en 2005, les avions de Tsahal ils sont allés, d'abord ils ont envoyé un commando sur place, et en plus pas n'importe quel commando, la Sayeret Matkal, qui a été dire l'unité d'élite qui ne combat même pas durant les guerres, tellement ce sont des commandos hyper chevronnés. La Sayeret Matkal sur place pour aller prendre des échantillons pour savoir à quel niveau d'avancement l'usine nucléaire syrienne, donc qui avait été commencée sous Hafez et qui continuait sous Bachar el-Assad, bien évidemment. Ils ont pris donc toutes les preuves et ensuite, lorsqu'ils ont analysé, ils n'ont pas demandé à Bush à l'époque,
Ils y sont allés à 4 heures du matin et ils ont bombardé l'usine. Et ensuite, Bush s'est mis en colère. Et lorsqu'ils ont reçu au Pentagone les échantillons que le commando avait ramenés, qui n'avaient absolument aucune ambiguïté sur cette usine, eh ben, ils étaient bien contents. Ils étaient bien contents que les Israéliens aient fait le boulot. Parce que, bon, imagine un peu après ce que ça aurait été pour les Américains, pour les troupes américaines basées non loin, n'est-ce pas? Alors bon, pour l'Iran Gate, je répète et je maintiens, et ça c'est même pas des sources juives, on va essayer de prendre des sources à peu près partout. Aussi bien du côté de ce que je lis sur les forats iraniens, ce que j'arrive à déduire, ce qu'on m'explique, et sur des géopolitologues qui sont on va dire des pointures en matière de nucléarisation des pays. Et cette histoire de l'Iran Gate était une pure magouille de Bush, c'est-à-dire que carrément on a mis la tête sur le billot aux Israéliens en leur disant c'est vous qui allez vendre aux Iraniens parce que nous on peut pas le faire. Et vous nous devez ça, sinon votre ligne de crédit en ce qui concerne l'armement, elle va être vraiment réduite. Nina, à la question. Nina, une question. Ouais. Une question. Vas-y. Est-ce que vendre des armements à l'Iran à l'époque, c'était positif ou négatif? Alors écoute, très sincèrement, moi je pense que ça a toujours été négatif. L'Iran, de toute façon, des mollahs, pour moi, c'est la pire des merdes qui puisse nous arriver. Parce que nous n'avons pas affaire à des chiites stupides. Comme les sunnites. Et 70 millions, Nina, je t'arrête tout de suite. 70 millions Iraniens ne sont pas 1000 ayatollahs arabes qui sont en pouvoir en Iran musulman. Et 70 millions Iraniens. Je suis pas d'accord avec ces chiffres. Voilà. David, je suis pas d'accord avec ces chiffres. D'abord, il y a plus de 80 millions d'Iraniens en Iran. Bravo, encore mieux, 80 millions. L'Irak est une province maintenant de l'Iran. C'est une province. Il faut admettre la réalité politique de la chose. C'est très bien que les gardiens de la révolution sont déjà en Irak. Non, je suis pas d'accord. L'Irak a resté indépendant, je suis pas d'accord. Ils ont attaqué l'Iran. Il y a une guerre de 10 ans qui a fait 1 million de morts en comptant des deux côtés des victimes. Et finalement, les deux États sont restés indépendants des deux côtés. Ni vaincu, ni vainqueur, ni vaincu. Et c'est une guerre, on peut dire, pratiquement pour rien. Question de temps, parce que les chiites sont majoritaires en Irak. Et il n'y a pas qu'en Irak. Il y a quelque chose que je vais peut-être t'apprendre ce soir ou pas, j'en sais rien. Mais sache que une des plus grosses communautés chiites se trouve au Pakistan. La deuxième communauté chiite au monde se trouve au Pakistan. Il y en a beaucoup en Afghanistan, beaucoup évidemment au Bahreïn. Donc tu vois, ils ne sont pas très isolés, les Iraniens. Ils veulent absolument devenir le pays hégémonique de tout le Moyen-Orient. Mais eux, c'est pas des Arabes, ce sont des Perses. Ils sont très intelligents. Les Arabes, on arrive à plus ou moins disons, non pas à interférer, mais à comprendre un petit peu comment ils fonctionnent. N'est-ce pas? Et comme ils sont encore dans une rhétorique tribale, tu vois, les tribus sont revenues, il y a plus les frontières s'expicotent, faut oublier tout ça. Les clans, les tribus sont revenus en masse. Maintenant, on est avec un clan ou avec un autre. Donc, il n'y a pas d'unification. Ce que voulait Nasser, etc., le panarabisme, tout ça c'est mort depuis longtemps. Donc, quand tu as des clans qui un coup vont se mettre avec les chiites parce qu'ils vont gagner de l'argent, comme ça se trouve au Sinaï, qu'est-ce que tu crois qui se passe au Sinaï? Au Sinaï, c'est le bordel total. Mais les gardiens de la révolution vont à Gaza comme ils veulent. Les Bédouins, ils en ont rien à foutre, on leur donne du fric pour transporter des armes, de la drogue, de tout ce que tu veux. Eux, ils en ont rien à foutre, chiites, sunnites, ils s'en foutent complètement. Ils ont du fric. Ils ont plein de fric. Le Sinaï, c'est par là que risque d'avoir vraiment des problèmes pour Israël. Si on est moi comme moi, je le clame et je le dis, je suis juif et sioniste, je sais que la technique d'encerclement de l'Iran, elle est là.
Elle est de Gaza. Ensuite, elle passe par le Sinaï. Ensuite, le nord du Liban, la plaine de la Beka. Et elle rejoint maintenant la Syrie via le Golan. On est totalement encerclés. Une question, Nina. Nina, une question. Vas-y. Je suis pas d'accord avec ton analyse chiite et sunnite et ce que tu viens de parler de 80 millions de chiites en Iran. Actuellement, la plupart des peuples iraniens sont une milice de mes pensées. Ils sont zoroastriens. Ils ne pensent pas à la religion musulmane. Déjà, je veux te dire, je veux préciser, si tu vas aller naviguer un peu sur Facebook, Instagram et ailleurs, tu vas voir qu'il y a plusieurs millions de gens, d'individus qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir. Le pouvoir iranien, qui soit d'Irak, attends que je finisse, qui soit d'Irak, de la Syrie, Liban avec Hezbollah libanais, tout ça c'est l'armée iranienne. L'armée iranienne, parmi 80 millions d'Iraniens, ne présente peut-être même pas 10%, mais le peuple iranien aujourd'hui, ils sont contre ce pouvoir, ils l'ont déjà montré. Attends que je termine s'il te plaît, attends que je termine, je te réponds, après je te donne la parole. Et une chose que je vais te dire, c'est ça, le peuple iranien, c'est un peuple que tout le monde actuellement a prononcé ce mot-là, c'est un grand peuple, toi-même si tu viens de le dire, c'est les Iraniens, enfin comme tous les grands peuples qui existent dans le monde, tous les peuples sont très grands, mais et stratégiquement c'est très important. Cette histoire-là que moi et Harry Ben Menaché, une grande partie des Israéliens, qui soient Moshe Kassab, Mofaz, et la plupart de ces gens-là qui sont laïcs, rationnels, qui ne sont pas fanatiques religieux de deux côtés, ils sont d'accord que l'amitié entre les deux peuples soit fondée, soit créée, et cette amitié, depuis que David a commencé à dire, Harry Ben Menaché a commencé à dire, comme quoi l'Iran, il était l'Iran, le peuple iranien. L'Iran, c'est le pays iranien, pas les ayatollahs. Il était sauvé de Saddam Hussein grâce à l'intervention israélienne qui a donné les armements. Alors maintenant, si c'est les Américains qui ont ordonné à l'Israël de vendre, ou c'est Israël lui-même qui l'a fait ça, c'était un grand honneur pour Israël d'aider le pays, pas le pouvoir, le pays iranien. Attends, j'ai pas fini. La dernière question que je veux te dire, voilà, la question c'est ça, Nina. La question c'est ça. Écoute, Nina. Si Saddam Hussein aurait gagné à l'époque, détruire l'Iran, prendre la totalité, on ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça une autre chose. Je suis pas d'accord non plus avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais à l'époque, si Saddam Hussein, il était gagnant de la guerre, est-ce que ça c'était mieux, c'était bien? Absolument pas. Voilà. Voilà. Histoire d'Harry Ben Menaché, histoire de Shimon Peres de l'époque et de Reagan, qu'ils ont vendu des armements à l'Iran. C'était dans son époque. Dans son époque. Ce n'est pas dans l'époque d'aujourd'hui, 2017. Ok, on est dans les années 70, 80, voilà. Ok. Bon, maintenant, il y a une constante en Iran. Même si tu me dis, il y a beaucoup de zoroastriens, etc., les zoroastriens, ils se sont barrés depuis très longtemps, tu le sais très bien, dans l'est de l'Inde, etc., parce qu'ils ont été chassés par le... Non, ça c'était l'ancien. Je te parle d'aujourd'hui, ici maintenant, c'est plusieurs millions. C'est le nouveau, ils se sont retournés. C'est plusieurs millions actuellement. Pas le peuple. C'est le peuple iranien. C'est le peuple iranien. Non, le peuple, ce serait formidable si c'était le peuple. Bien sûr, c'est le peuple. Très bien. Voilà, c'est le peuple. Est-ce que tu es à Paris, Nina? Nina, est-ce que tu es à Paris ou non? Attends, oui, mais je vais t'expliquer un truc. Attends, s'il te plaît, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Nina, s'il te plaît. Nina, attends, parce qu'on arrive. Tu es à Paris. Pierre aussi, vous êtes à Paris. Est-ce que je peux vous demander un petit favor, s'il vous plaît? Ouais. Voilà. Tu connais des Iraniens, sans aucun doute, ici en France? Ouais. Merci. Ouais. S'il te plaît, tu vas les appeler demain. 5 personnes. Après, tu dis que je vais enregistrer. Même s'ils ne vont pas qu'ils t'enregistrent, tu notes. Oui, allô? Attends, Pierre, toi aussi t'écoutes. Ce que je te dis, tout le monde, tout ce que vous êtes en train de m'écouter, notez ça s'il vous plaît. Vos amis iraniens, appelez-les, vous posez 2 questions. Vous dites comment tu t'appelles? Déjà. Et tout de suite, vous notez son nom. Deuxièmement, vous dites, est-ce que tu es musulman? Et vous notez la réponse qu'il va vous donner. Je vous assure, la majorité des gens que vous allez les appeler demain, s'il s'appelait Ali, Abdallah, Hussein, je ne sais pas quoi, il va vous donner un nom iranien,
comme Kourosh, Siavash, Cyrus, je ne sais pas quoi. Et la majorité aussi, ils vont vous dire non, nous ne sommes plus musulmans. Vous faites ça pour moi, Doman, s'il vous plaît, et je serai avec vous lundi prochain. Et vous allez voir que le peuple iranien, ça a changé. Le peuple iranien n'est plus avec le pouvoir. Voilà. Et faites ça, s'il vous plaît, pour moi. Merci. Sauf que le peuple iranien n'a pas de tradition normalement antisémite. Il n'y avait pas d'antisémitisme avant. Tu comprends? Le problème, c'est que les ayatollahs ont besoin... Ils sont musulmans et les musulmans, c'est d'origine arabe. Ils ont le turban noir, ils sont les descendants des prophètes de l'islam. Aucun rapport avec le peuple iranien. Comme les Égyptiens, comme les Syriens, comme les autres. Non, ce que tu dis est vrai, et que le radicalisme chiite, le fondamentalisme chiite, ne profite qu'au clergé chiite. On est d'accord là-dessus, et aux gardiens de la révolution. Sauf que le peuple, il n'a pas, ils ont même fait une police qui s'appelle, tu sais très bien, les Bassidji, qui sont à l'intérieur du peuple. C'est-à-dire ton voisin, tu sais pas quand est-ce qu'il va te vendre. Tu comprends? Ils ont fait un truc de parano, de folie. Tu peux pas parler. Tu peux pas être un dissident ouvert, etc. Mais il y a, malgré tout, David, voilà quelle est une immense différence entre tous les pays sunnites et l'Iran. C'est que l'Iran, c'est une nation, et ils sont hyper nationalistes. Et pour eux, même s'ils ne sont pas religieux, ils vont être derrière leurs gouvernants parce qu'ils veulent la bombe atomique pour se sentir, eux aussi, faire partie du grand jeu politique mondial. Tu comprends? Ils étaient très heureux quand il y a eu les accords de Vienne, etc. Nina, j'étais ravi de cette retrouvaille, Nina, puisqu'il est le temps qui est mon émission, ça se termine. Nina, j'étais ravi de te retrouver. Tu peux revenir, on sera là lundi prochain. Pierre, je te remercie aussi. Toutes et tous, je vous remercie. Vous étiez très, très nombreux de vouloir participer dans notre débat ce soir. Vous n'avez pas eu l'occasion. La semaine prochaine, même demain, la radio est là, nous sommes là. Écoutez-nous, mes chers amis, vous êtes à l'écoute de votre radio sur 95.2 FM. Mais avant de vous dire au revoir, seulement, si vous permettez, quelques secondes, je veux vous dire quelque chose qui est très important, mais je le laisse pour lundi prochain. Au revoir.